Expériences diverses. Vision. 100. Vision et expérience, surtout les expériences, sont fort bien. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que chaque vision se traduise en un fait physique correspondant. Certaines le font, la plupart ne le font pas. D'autres appartiennent entièrement au supraphysique et indiquent des réalités, des possibilités ou des tendances qui y ont leur siège. Quant à savoir dans quelle mesure elles influenceront la vie ou s'y réaliseront, ou même si elles le feront, cela dépend de la nature de la vision du pouvoir qui est en elles, quelquefois de la volonté ou de la puissance formatrice de celui qui les a. Une des raisons pour lesquelles les gens apprécient les visions, c'est qu'elles sont une clé, ce n'est pas la seule, pour prendre contact avec les autres mondes ou avec les mondes intérieurs et tout ce qui s'y trouve. Or, ce sont des régions d'immense richesse surpassant de beaucoup le plan physique tel qu'il est actuellement. On entre dans un moi plus vaste et plus libre, et dans un monde plus vaste et plus souple. Naturellement, des visions individuelles ne fournissent qu'un contact, et non une véritable entrée, mais le pouvoir de vision, accompagné du pouvoir des autres sens subtils, ouïe, toucher, etc., procure cette entrée au fur et à mesure que ces pouvoirs s'étendent. Ces choses n'ont pas l'effet d'une simple imagination, comme celle du poète ou de l'artiste, encore que celles-ci puissent être assez fortes. Si on les poursuit pleinement, elles amènent une croissance constante de l'être, de la conscience, de sa richesse d'expérience, de sa portée. Les gens apprécient aussi le pouvoir de vision pour une raison plus importante. Il peut donner un premier contact avec le divin dans ses formes et ses pouvoirs. Il peut être l'ouverture d'une communion avec le divin, de l'audition de la voix qui guide, de la présence aussi bien que de l'image dans le cœur, de bien d'autres choses encore qui amènent ce que l'homme cherche par la religion ou le yoga. En outre, la vision a de la valeur parce qu'elle est souvent la première clé des plans intérieurs de notre être propre et de notre propre conscience, par opposition au monde et au plan de la conscience cosmique. L'expérience yogique commence souvent par une ouverture du troisième œil dans le front, le centre de vision entre les sourcils, ou par quelque sorte de commencement et d'extension de la vision subtile, qui peuvent sembler sans importance au début, mais qui sont le vestibule d'une expérience plus profonde. Même quand ce n'est pas le cas, car on peut aller directement à l'expérience, la vision peut venir ensuite comme un secours puissant à l'expérience. Elle peut être pleine d'indications qui aident à connaître soi-même ou le monde ou les gens. Elle peut être véridique et conduire à la prévision, la prémonition et à d'autres ouvertures de moindre importance, mais fort utile pour un yogin. Bref, la vision est un grand instrument, bien qu'il ne soit pas absolument indispensable. Mais comme je l'ai laissé entendre, il y a vision et vision, tout comme il y a rêve et rêve. Il faut développer sa discrimination et son sens des valeurs et des choses, savoir aussi comment comprendre ces choses et en faire usage. C'est là une question trop vaste et complexe pour que je l'aborde ici. 101. Vision et hallucination ne sont pas la même chose. La vision intérieure est une porte ouverte sur les plans supérieurs de la conscience au-delà du mental physique. Elle fait place pour une vérité et une expérience plus vaste qui pénètrent et agissent sur le mental. Ce n'est pas la seule porte ni la plus importante, mais c'est elle qui vient le plus facilement à un très grand nombre de gens, sinon à la plupart, et elle peut être d'une aide très puissante. Elle ne vient pas aussi facilement aux intellectuels qu'aux hommes qui ont une forte puissance de vie, ou aux émotifs et aux imaginatifs. Il est vrai que le domaine de la vision, comme tout autre domaine d'activité du mental humain, est un monde mélangé, et qu'il y a en lui non seulement de la vérité, mais beaucoup de semi-vérité et d'erreurs. Il est vrai aussi que lorsque les téméraires et les imprudents y pénètrent, il peut en résulter de la confusion, des inspirations trompeuses et des voix fausses.
Il est prudent d'y être guidé de façon sûre par ceux qui savent et qui ont une expérience spirituelle et psychique. Il faut considérer ce domaine calmement et avec discrimination, mais en fermer les portes et rejeter telle ou telle expérience supraphysique, c'est se limiter et arrêter le développement intérieur. 102. Vous n'avez rien à faire pour développer les images vues dans la vision. Elles se développent d'elles-mêmes par la pratique croissante. Ce qui était peu perceptible devient clair. Ce qui était incomplet se complète. On ne peut pas dire d'une façon générale qu'elles sont réelles ou irréelles. Certaines sont des formations du mental, d'autres des images qui se présentent d'elles-mêmes à la vue, d'autres encore des images de choses réelles qui se montrent directement à la vue. Certaines sont de vraies représentations et non pas de simples images. 103. 1. La vision a été vue à travers les yeux physiques, mais par la conscience physique subtile. En d'autres termes, il y a eu imposition d'une conscience sur l'autre. Après un certain stade de développement, la capacité de vivre dans la conscience physique ordinaire, tout en ayant une autre perception sensorielle, une vision et une expérience plus subtile qui viennent s'y ajouter, devient tout à fait normale. Un peu de concentration suffit à la provoquer, ou elle se produit même automatiquement sans aucune concentration. Comme la fleur était un objet physique subtil et non pas entièrement matériel au sens ordinaire du terme, bien que tout à fait matériel et substantiel sur son propre plan, non pas une illusion, un appareil photographique n'aurait pas été capable de la déceler, sauf dans le cas d'une de ces interventions anormales par lesquelles une forme subtile a été projetée sur la plaque matérielle. On aurait pu la percevoir dans une chambre noire, pas aussi facilement toutefois, et elle n'aurait pas eu, alors, cette apparence si vivante, à moins que vous ne soyez capable de faire sortir quelque chose de la lumière du plan physique subtil pour l'entourer et lui fournir son milieu naturel. Vue les yeux fermés, elle ne serait plus une forme physique subtile, mais un objet ou une formation du plan vital, mental ou autre, à moins qu'en fait la conscience intérieure ait progressé au point de pouvoir se projeter dans les plans physiques. Mais il s'agit là d'un développement rare et dans la plupart des cas tardif. 2. D'habitude, ce n'est pas l'objet qui disparaît, c'est la conscience qui se transforme. Faute de capacité soutenue ou faute d'entraînement, on ne peut conserver la vision physique subtile, qui est ce qui voyait réellement l'objet. Cette vision physique subtile vient le plus aisément au moment situé entre le sommeil léger et l'état de veille. Lorsqu'on sort à peine du sommeil ou que l'on vient tout juste d'y entrer. Mais on peut s'entraîner à la voir alors que l'on est parfaitement éveillé. Lorsqu'on commence à voir au début, il est tout à fait courant que les formes les moins précises, les plus floues, durent longtemps, tandis que celles, réussies, complètes, précises dans leurs détails et leurs contours, sont susceptibles de ne durer qu'un moment et de disparaître à l'instant. Ce n'est que lorsque la vision subtile est bien développée que la vue précise et complète dure un certain temps. C'est parce qu'il est difficile de garder ce qui est encore une conscience anormale et aussi, dans ce cas, qu'il est difficile de garder les deux consciences ensemble et momentanément superposées. 104. Les visions mentales ont pour but d'amener dans le mental l'influence des choses qu'elles représentent. 105. La vision intérieure est aussi vivante que la vue elle-même. Elle est toujours précise et elle contient en elle une vérité. Dans la vision mentale, les images sont inventées par le mental et sont en partie vraies et en partie un jeu de possibilités. Ou bien une vision mentale, comme ce qui est vital, peut n'être qu'une suggestion, c'est-à-dire une formation sur le plan mental ou vital d'une certaine possibilité, qui se présente au sadhak dans l'espoir d'être acceptée et aidée à se réaliser. 106. Lorsqu'on essaye de méditer, le premier obstacle au début est le sommeil. Lorsque vous avez surmonté cet obstacle
il se produit un état durant lequel, les yeux fermés, vous commencez à voir des choses, des gens, des scènes de toutes sortes. Cela n'est pas une mauvaise chose, c'est un bon signe, et cela signifie que vous progressez dans le yoga. Il y a en nous, outre la vue physique extérieure qui voit les choses externes, une vue intérieure qui voit des choses non encore vues, inconnues, des choses éloignées, des choses qui appartiennent à d'autres lieux, d'autres temps ou d'autres mondes. C'est la vue intérieure qui est en train de s'ouvrir en vous. C'est le travail effectué par la force de la mer qui l'ouvre en vous, et vous ne devriez pas essayer de l'arrêter. Souvenez-vous toujours de la mer, appelez-la, et aspirez à sentir sa présence et son pouvoir travailler en vous. Mais il n'est pas nécessaire pour autant de rejeter tel ou tel développement qui peuvent à l'avenir être produits en vous par son travail. Ce qu'il vous faut rejeter, c'est seulement le désir, l'égoïsme, l'agitation et les autres faux mouvements. 107. La vision intérieure peut voir des choses, mais elle peut voir à leur place la vibration des forces qui agissent à travers l'objet. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.